Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Le réseau d'action pour le bien-être et l'intérêt collectif est officiellement installé aujourd'hui à Cotonou. Le RABIC a pour mission d'assurer la veille et la mobilisation citoyenne. Comment s'est soulagé dans sa quête en eau potable et en infrastructures sanitaires, la Fondation Ajavon Sébastien Germain a gratifié cette commune d'une bonne fontaine et d'une maternité. Et puis en Afrique du Sud, la colère gronde contre le déficit en énergie électrique. Les populations sont sorties dans la rue pour manifester leur mécontentement. Et là, vous avez en image Barack Obama qui est en visite en Arabie Saoudite. Vous aurez également les détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On parle de cette actualité qui concerne les médias, sciences de travail entre une délégation du Niger, du Conseil supérieur de la communication et de l'ODEM. Les émissaires nigériens veulent s'inspirer de l'expérience béninoise en matière de l'autorégulation. C'était ce matin dans les locaux de l'ODEM. Samuel Adimi, Petroni Lokosu. Le Conseil supérieur de la communication du Niger s'inspire du modèle béninois de co-régulation des médias. De cette séance de travail avec les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, le CSC veut en prélever de la bonne graine. Nous sommes dans le cadre donc de l'exécution d'un programme où nous souhaitons justement donc expérimenter cette co-régulation. Ceci à la lumière déjà du diagnostic qui a été opéré par le Conseil supérieur de la communication du Niger, où donc nous avions trouvé que les décisions que nous prenons sont perçues par l'opinion publique comme étant donc des décisions assez répressives, et de l'autre côté donc les décisions qui sont prises par l'ONIMED n'avaient pas suffisamment d'autorité. Donc nous avions estimé qu'il fallait converger vers cette co-régulation qui a fait son chemin au Bénin et qui jusqu'à cette date, en tout cas selon les échos que nous avions, n'a jamais été contestée au Bénin. L'expérience de la co-régulation des médias au Bénin démarre en 2012. Seulement, les instances de régulation et d'autorégulation béninoises travaillent à sa formalisation. Et cette co-régulation consiste à quoi? À ne pas avoir de double sanction, à ne pas avoir de double peine. C'est-à-dire, l'ODEM prend ici, condamne cet organe ici, le même organe est condamné par la HAC le même jour, le lendemain, etc. C'est-à-dire avoir une harmonisation au niveau des décisions. L'objectif, c'est quoi? C'est aller à une formalisation de cette co-régulation-là. Du mode de fonctionnement de l'ODEM, de la désignation de ses membres et de son mode de financement, les émissaires nigériens ont pu s'imprégner des réalités de l'expérience béninoise. Et in fine, les attentes sont visiblement comblées. Et moi, je suis totalement édifié et je suis satisfait de ces échanges que nous avons eus, puisque c'est des échanges riches, que nous allons tirer la quintessence de tout ça. Et ça nous permettra chez nous déjà, de parfaire le travail qu'on est en train de faire et de nous inscrire dans une logique de professionnalisation de notre presse. Le modèle béninois de co-régulation fait déjà école dans la sous-région. Il est à espérer que le cap soit maintenu pour davantage d'émules. Un nouveau mouvement vient de voir le jour au Bénin. Il s'agit du RABIC, le réseau d'action pour le bien-être et l'intérêt collectif. Sa mission est d'assurer la veille citoyenne. Le RABIC a été officiellement lancé ce mercredi à Cotonou. Alain Dossiervaux, Alexis Sebemon. Le réseau pour le bien-être et l'intérêt collectif, RABIC, est le résultat de la volonté d'une dizaine de jeunes béninois qui ont décidé d'apporter leur pierre à l'édification d'un Bénin prospère. Il s'agit pour le RABIC d'être un véritable chien de garde pour défendre les acquis de la nation. Nous sommes jeunes, mais nous ne sommes pas de jeunes affamés à qui il suffirait de jeter une maigre pitance pour les calmer. Nous sommes jeunes, je le répète, mais nous ne sommes pas aussi affamés
Par contre, nous avons soif d'apprendre aux côtés de nos aînés, à vos côtés, et soif d'être la relève de qualité que toute nation saine d'esprit souhaite avoir. Le Bénin seul ne peut se développer en vase clos. C'est ainsi donc que le réseau d'action pour le bien-être et l'intérêt collectif RABIC se veut être un creuset de réflexion pour élaborer, proposer, voire mettre en œuvre des approches innovantes pour résoudre les problèmes de développement au Bénin et dans les autres pays. Nous n'avons pas l'opportunité collectivement de constituer un puissant lobbying pour amener nos dirigeants à nous servir. Et quand ces dirigeants, pour diverses raisons, ne prennent pas en compte nos préoccupations, nous ne sommes pas suffisamment préparés pour assurer une relève de qualité qui va prendre en compte ces préoccupations. Donc pour nous, au RABIC, c'est un élément essentiel. Assurer la veille citoyenne et la mobilisation citoyenne sont en effet les deux axes prioritaires sur lesquels les membres du réseau d'action pour le bien-être et l'intérêt collectif entendent s'appuyer pour relever le défi de développement du Bénin. Voilà pourquoi, à cette cérémonie d'officialisation du dit réseau, ils ont annoncé haut et fort leur credo, à savoir « Maintenant, ça suffit, tous au travail ». Et on parle de cette percée des intégrismes religieux en Afrique subsaharienne, quel impact sur la paix, les jeunes et les objectifs de développement durable. C'est sur ce thème que les acteurs de l'organisation consultative de la jeunesse, OCJ, ont lancé officiellement la 2e édition des Assises de la Journée béninoise. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. Le point avec Wizant Sena Libla et Jérôme Mungo. Promouvoir la culture de la paix et de la tolérance chez les jeunes. C'est le but des 2e assises de la jeunesse béninoise. Elle vise à susciter la prise de mesures urgentes qui mettent la jeunesse à l'abri des menaces liées à l'intégrisme religieux. Les présentes assises auxquelles vous êtes conviés constituent nul doute pour nous l'occasion d'éveiller davantage les consciences sur les causes, les manifestations et bien les dangers réels liés à ce phénomène. De promouvoir la tolérance religieuse. Nous insistons là-dessus. Et la culture de la paix chez les jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons associé en grande majorité les différentes confessions religieuses. Le Bénin est en paix. Et cette paix mérite d'être sauvegardée pour offrir un environnement favorable aux efforts de développement. Satisfait de cette initiative, le ministre des Sports réitère son engagement vis-à-vis de la jeunesse béninoise. Quand nous observons les personnes qui sont utilisées pour commettre ce genre d'attaques terroristes, nous remarquons que la plupart sont des jeunes. Je voudrais, une fois de plus, dire à l'attention de toute la jeunesse béninoise que le défi qui nous attend et que nous souhaitons, nous qui avons proposé au peuple béninois le nouveau départ, c'est un défi collectif. Il n'y aura pas d'exclusion parce que nous sommes une nation qui se construit. Donc, je participerai aux mobilisations de la jeunesse plurielle qui décide de s'asseoir pour réfléchir aux vrais problèmes de la jeunesse béninoise. Prévu pour durer 2 jours, ces assises constituent l'occasion pour les participants de débattre de plusieurs thèmes, dont la jeunesse africaine face à la question du fanatisme religieux. Et on prend la direction du MONO, l'association pour l'enfance soulage donc la peine des populations de Komassé. Elle vient de mettre à leur disposition une bonne fontaine et une maternité isolée. Les infrastructures réalisées avec la collaboration de la Fondation Ajavon Sébastien Germain ont été inaugurées ce mercredi 20 avril. Rosemont Tiapoué, Amandina Niabossou. Émotion, joie et soulagement, voilà autant de sentiments qui se lisent sur le visage des populations de Adon-Komé dans la commune de Komassé. Elles ont désormais l'eau potable à portée de main. Et le premier projet de 2016, c'est ce petit puits d'eau, cette fontaine d'eau. Et pour nous, c'est exceptionnel parce que de voir, moi je dis de l'or blanc, parce que pour moi c'est un peu de l'or blanc l'eau, mais surtout que la population, les villageois,
ont plus ces kilomètres à faire pour trouver de l'eau. Pour moi, c'est du bonheur, c'est exceptionnel de pouvoir donner ce plaisir. Même sentiment ici à Lokok-Bozunta, arrondissement de Tokpa-Domé, commune de Kpamassé, avec l'inauguration de cette maternité isolée. Un acte de générosité pour atténuer la souffrance de ces femmes obligées de parcourir de longues distances avant de donner la vie. Cette infrastructure a été financée à hauteur de 20 30 889 francs CFA par l'association Michel Gestin pour l'enfance. En plus de la maternité, il y a également la réalisation d'un bloc de douche et de toilettes et une amorce de clôture pour matérialiser l'entrée du centre qui répond aux normes du ministère de la Santé. Et comme vous l'avez dit, c'est un joyau, c'est du bonheur parce que toutes les femmes de la région aujourd'hui vont pouvoir venir accoucher. S'il y a un problème, il y aura du personnel qualifié pour s'en occuper. J'espère que cette maternité deviendra un pôle important médical de toute la région. Les autorités communales de Kpamassé apprécient à sa juste valeur ce geste de l'association MJ pour l'enfance. Un nouveau centre de santé et d'éducation vient d'être créé. Par voie de conséquence, nous pourrons dorénavant lutter contre les accouchements anarchiques, rapprochés et indésirés. Je voudrais remercier particulièrement Michel Gestin pour ce geste humanitaire et humaniste qu'il a dû manifester à notre endroit. L'association MJ pour l'enfance est une association à but non lucratif créée au fin de donner un coup de main à la Fondation Sébastien Germain à Djavon dans le cadre de ses œuvres sociales en faveur des couches défavorisées du Bénin. Un tour dans la ville de Cotonou, des camions poids lourds transportant des balles de coton encombrent les artères de Cotonou depuis quelques semaines. Nous avons diffusé un reportage sur le sujet dans nos éditions antérieures. Interrogés, les conducteurs de ces camions ont pointé du doigt la SONAPRA qui a réagi ce jour. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le directeur commercial de la société cotonnière se prononce sur la question. Écoutons-le au micro de Igor Ayosso et Ibrahim Lawani. Il y a les parcs au niveau de Glodjibé, à Kassato là-bas, mais malheureusement, les conducteurs eux-mêmes ils préfèrent, lorsqu'ils ont quitté, donc soit Boycon, soit Paraco, arriver directement à Cotonou, quitte à venir souffrir ici, quitte à venir encombrer les voies. Peut-être que les gens regardent les frais de stationnement qu'ils vont payer au niveau des parkings, mais ce ne sont souvent pas de grands sous. Au niveau du port autonome de Cotonou, vous avez certainement entendu parler du parc Germaco. Il ne peut recevoir que 250 camions à la fois. Comme résultat, vous retrouvez des camions vides, vous retrouvez des camions qui sont chargés de coton, vous retrouvez des camions qui sont chargés d'autres produits, mais qui doivent passer par ce parc-là pour remplir les formalités. Depuis la semaine dernière, disons, le rythme de travail s'est ralenti au niveau de nos manutentionnaires, de transitaires manutentionnaires, tout simplement parce que bon, les instructions d'exportation aussi s'étaient ralenties. Il arrive effectivement qu'il y ait quelques difficultés de conteneurs, mais en ce moment, à ma connaissance, il n'y en a pas, du moins, aucun de nos transitaires ne nous a signalé ça. Depuis plusieurs années, nous étions en négociation avec le parc à conteneurs d'Alada. Nous avons déjà convenu des termes d'un contrat qui sera signé dans les heures qui vont suivre, et au lieu que les camions arrivent à Cotonou, comme par le passé là, ils vont aller à Alada pour décharger là-bas, et les balles seront empotées là-bas, si bien qu'il n'y aura plus d'encombrement ici. Nous sommes déjà à 94% d'exécution de nos contrats. Ça veut dire que d'ici là, si vous ne savez que du coton béninois, vous n'en aurez plus. Mais comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas que les camions transportant du coton qui encombrent la voie. Je ne peux présenter que des excuses à toute la population. C'est vrai, c'est difficile, mais ça sera passager. Donc avec ça, je crois que le problème va trouver des solutions. Mettons d'ici pratiquement la fin de la semaine prochaine.
On reste sur la route pour parler de ce projet de construction de ponts métalliques routiers au Bénin. Cette initiative est le fruit du partenariat entre le consul honoraire du Bénin et au Canada et le groupe Progesco SEMA International. Le projet vise à faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Suivons le reportage de Wizan Dibla. Je travaille auprès des gens d'affaires du Canada pour faire en sorte qu'ils viennent travailler avec nous ici au Bénin. Car l'ouverture du Canada par rapport au Bénin, de plus en plus, là, je trouve que ils veulent que le Bénin, les gens du Bénin fassent des affaires avec le Canada, mais il n'y en a pas assez. Actuellement, je suis venu au Bénin avec des gens d'affaires qui travaillent dans le domaine de la construction des ponts métalliques. Donc, et ferroviaires, des ponts routiers ferroviaires. Donc, il y a déjà au moins 3 ans qu'on travaille dans l'intervention des ponts ici chez nous au Bénin. Et je suis venu avec eux pour les faire connaître auprès du nouveau gouvernement afin d'aller de l'avant là pour les projets dans lesquels on est en démarche depuis quelques temps. Nous travaillons déjà depuis 3 ans, étroite collaboration avec le Bénin, justement à identifier des besoins en pont, en particulier ponts routiers, dans le pays. Et en ce moment, nous sommes prêts vraiment à assister le Bénin dans ses démarches et dans ses besoins qui sont des fois très criants. Les ponts en particulier, les 2 premiers sont dans la grande région de Cotonou et après ça, plus à l'intérieur aussi, il y en a qui sont à construire. Nous sommes très ouverts à fonder une co-entreprise avec le Bénin justement pour que la production de ces structures métalliques puisse se faire au Bénin même et même exporter du Bénin dans un futur pas trop lointain et créer de l'emploi. Et cette interview réalisée par Patrick Benoît et Wizan Dibla. On parle littérature dans cette édition. La Fondation Friedrich Ebert ouvre un coin de voile sur le paysage syndical du Bénin. L'ouvrage de plus de 80 pages fait l'état des lieux du monde syndical béninois. Plus de détails avec Awa Sherif et Brice Thibozo. Paysage syndical, c'est l'intitulé de cet ouvrage qui s'intéresse au monde syndical béninois. Les défis et les dynamiques depuis les temps coloniaux jusqu'à l'indépendance, avec un foisonnement des organisations syndicales, constitue le morceau choisi de cet ouvrage voulu par la Fondation Friedrich Ebert. Ce que nous devrons retenir, c'est que, en dépit de ce foisonnement des organisations donc syndicales, ce foisonnement a pu donner naissance à une unité donc syndicale qui s'est matérialisée donc à travers la création de l'UNSTD, plus combatif, qui a permis donc d'être le levain des principales luttes donc, que le pays donc, a connu. Les différentes organisations syndicales ont tour à tour souligné les difficultés auxquelles elles font face. Je pense que la seule formule, c'est travailler ensemble pour l'unité d'action, en quelque sorte, et pour l'unité d'action en faveur du bien-être et du développement. Je sais, il y a les capitales et il y a le facteur de travail. On prend une pierre avec 2 dés. On prend le téléphone avec 2 dés. Ni le capital en soi, ni le facteur travail en soi est capable à lever le défi, à prendre la chose. L'ouvrage sur le paysage syndical au Bénin est disponible à la Fondation Friedrich Ebert. Eh bien, parlons de nous-mêmes avec cette prouesse réalisée par le Bénin. Reporters sans frontières a dévoilé ce mercredi 20 avril l'édition 2016 de son classement mondial de la liberté de la presse, 84e en 2015. Le Bénin est classé en 2016, gagnant ainsi 6 places sur les 180 pays concernés par ce classement mondial. Que pensent les professionnels des médias de ce nouveau rang occupé par le Bénin? Ils répondent au micro de Igor Ayosso et Patrick Diosso. Le rapport
je ne l'ai pas encore lu, mais si déjà de 84e l'année dernière, et cette année on est revenu à 78e, ça veut dire qu'il y a une avancée. C'est déjà bon signe pour le Bénin, qui dans les années antérieures était déjà à de bonnes places et tout le monde appréciait déjà le Bénin. Tant que le Bénin ne tombe encore dans un rang vraiment élevé. Nous tous, ça nous a fait vraiment mal. C'est toujours bon d'entendre que notre pays occupe telle ou telle place. Certains jubilent, d'autres se posent des questions comme moi. D'autant plus que nous n'avons pas les critères qui justifient ce genre de classement. C'était des critères qui se basent surtout sur la protection des journalistes. Parce qu'il y avait des problèmes de démocratisation les plus pointus dans beaucoup de pays, en Afrique, en Asie et tout. Et donc on déplorait beaucoup la mort de journalistes. Cette fois-ci, c'est peut-être en guerre en Syrie et puis d'autres points chauds du monde qui ont agi sur le classement de certains pays. La liberté de la presse aujourd'hui dans le monde, c'est un indicateur pour mesurer la démocratie. On voit bien que les pays qui ont de bonnes mots, c'est souvent des pays qui ont une longue tradition démocratique, des pays où l'alternance se déroule normalement sans trop d'accrocs. Mais la 84e place et puis la 78e place du Bénin est quand même des places étonnantes parce que c'est un pays, apparemment, quand on voit sur les réseaux sociaux, on voit sur les médias, le ton des médias a un ton virulent, vigoureux. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de liberté. Maintenant, si on a cette mauvaise note depuis quelques années, c'est sûrement à cause du fonctionnement de nos institutions. Le politique cherche toujours à manipuler les journalistes. Nous-mêmes, on ne sait pas et on tombe dans leurs panneaux. Eux, ce n'est pas leur problème. Mais c'est à nous-mêmes de travailler pour maintenir notre place, pour améliorer notre place les années à venir. Ce classement traduit que les choses se sont quelque peu améliorées dans notre pays en matière de liberté de presse, en matière d'exercice de la profession. Et je crois que c'est à mettre à l'actif de tout le monde. Et le souhait est que ça s'améliore davantage et que prochainement le Bénin se retrouve à un rang meilleur que celui qu'on observe aujourd'hui. En matière de performance, il faut que déjà, au niveau de la profession, les associations professionnelles fassent un travail. Je ne sais pas que je suis en train de peindre l'espoir en noir, non, mais je dis tout simplement qu'on peut mieux faire. Et puis on quitte le Bénin pour nous retrouver en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. L'électricité est une denrée rare. Les habitants ont manifesté ce mercredi contre l'absence de cette commodité socio-communautaire. Ils disent s'abstenir même de voter si rien n'est fait pour eux. Le récit de Samuel Adimi. Les habitants de Zandsport, un township de l'ouest de Johannesburg, donnent de la voix ce mercredi. Ils fustigent le manque criard d'électricité dans leur localité. Massés devant le poste de police de Honeydew, ils scandent des slogans hostiles aux autorités municipales. Sommes ici parce que nous luttons pour notre liberté et pour l'électricité. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau. Tout, nous ne l'avons pas. Cabane, maison. Nous avons besoin de cela parce que nous sommes allés voir les conseillers. Ils restent chez eux. Ils ne s'occupent pas de nous. Je suis ici depuis 12 ans, mais pas d'électricité. Regardez-moi, je pue la paraffine. Pourtant, quand j'ouvre mon sac à main dans le taxi, ils viennent comme ça, parce qu'on pue la paraffine. Nous avons besoin de l'électricité. Nous sommes très en colère. Nous n'avons pas d'électricité, nous achetons notre nourriture et maintenant elle est en train de pourrir dans le réfrigérateur parce que nous n'avons pas d'électricité. Nous essayons de négocier avec monsieur le maire pour lui parler de nos problèmes. Il n'est pas venu aujourd'hui, il a juste envoyé une autre personne et on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de monsieur le maire. Voilà pourquoi nous sommes en train de manifester. L'électricité et même ce vote ne marche pas pour nous. Que faire? Ça fait 27 ans que nous votons. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Nous ne recevons rien. Nous ne recevons rien. Ces manifestations interviennent dans un contexte particulier d'élections locales. Les habitants disent vouloir sanctionner les autorités municipales dans les urnes.
Partons pour l'Arabie Saoudite pour retrouver le président américain Barack Obama qui est à Riyad, capitale riche au royaume pétrolier. Le président américain va échanger avec le roi Salman sur des sujets très controversés, le refus d'intervenir en Syrie et les négociations sur le nucléaire avec l'Iran vont entre autres occuper les deux hommes. Samuel Adimi. Barack Obama entame ce mercredi ce qui devrait être sa dernière visite en Arabie Saoudite. L'arrivée du président américain à Riyad n'a pas été retransmise en direct à la télévision nationale, contrairement à ce qui fut le cas lors de son dernier séjour en janvier 2015. Le roi Salman s'est dit heureux de cette visite dans un pays allié historique des États-Unis qui n'a pas digéré l'ouverture de Washington vers Téhéran. Obama, de son côté, a remercié le monarque pour l'organisation jeudi d'un sommet avec les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Sommet qui fait suite à celui tenu il y a un an à Camp David, aux États-Unis. Salman avait alors boudé ce sommet. Derrière les mots d'accueil et en dépit d'une coopération en matière de défense qui reste extrêmement robuste, la défiance est réelle à Riyad, où tous les yeux sont déjà tournés vers l'élection en novembre du successeur d'Obama. Les décisions de l'administration Obama, du refus d'intervenir en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad, aux négociations sur le nucléaire avec l'Iran, grand rival chiite, ont en effet ulcéré les monarchies sunnites dont le chef de file est l'Arabie Saoudite. Et fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le documentaire Produits Bio à Banikwara et à partir de 22h les feuilletons Le Triomphe de l'amour et La fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Héloïse Winator. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.